Au-delà de la politique et de la conjoncture sécuritaire, le Mali, c'est aussi et surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui osent, qui créent et qui résistent. Acteurs économiques, sociaux ou culturels, jeunes ou adultes, de tout genre, instruits ou non alphabétisés, venant de tous les horizons, ces hommes et femmes créent de la valeur ajoutée et font bouger le Mali. Dans ce deuxième numéro de votre magazine Médine, exclusivement dédié aux grands acteurs du développement, nous parlons BTP et mines. En effet, depuis plus de 2 décennies, la production d'or est en pleine expansion au Mali. À ce jour, 13 mines d'or sont en exploitation, 32 projets sont au niveau de recherche avancée et 14 projets au stade d'estimation des ressources. En 2018, la production annuelle des 13 mines d'or du Mali était évaluée à plus de 60 millions de kilogrammes. Autant dire que c'est un secteur dynamique et qui fait bouger le Mali. Nous recevons sur ce plateau l'un des grands acteurs de ce secteur, en l'occurrence M. Mohamed Diarra, directeur général de B2Gold Mali. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Présentez-nous B2Gold. Bonjour M. Maïga, merci de me recevoir aujourd'hui sur le plateau. Je présente B2Gold comme une société, une minière de droit canadien basée à Vancouver. Aujourd'hui, nous avons les actifs dans plusieurs continents, dont 2 mines au Nicaragua en exploitation. On a une mine aux Philippines et une mine en Namibie. Et la dernière née, c'est la mine du Mali, qui est située dans l'ouest du Mali, dans la zone de Kéniéba. Et le projet s'appelle Fekola. Kébé, directeur exécutif du groupe Arc-en-Ciel et coordinateur d'un projet qui s'est fait appeler la révolution de l'information, notamment avec cette revue. Notre spécialiste communication. On parle de quoi aujourd'hui avec vous? On va aujourd'hui, sans prétendre être un spécialiste de la communication, parler des PME, des petites et moyennes entreprises et de la communication. Est-ce que les petites et moyennes entreprises doivent communiquer et comment est-ce qu'elles doivent le faire? On essaiera de donner quelques éléments là-dessus. Alors, on va faire un tour à Caille, sur le chantier du deuxième pont de Caille, où des étudiants sont invités dans un exercice plus ou moins pratique. Reportage. L'appétit, dit-on, vient en mangeant. Le voyage sur Caille a fait naître bien d'ambition à nos ingénieurs en herbe. Ces genres de chantiers sont rares dans notre pays. On a eu beaucoup d'explications. Je suis vraiment impressionnée aujourd'hui. J'ai vu tellement de choses que je n'ai jamais vues. Voir une fois là, vaut mieux d'entendre 1000 fois. Notre ministre même, c'est une dame. Je vois qu'elle se bat, elle est chaque fois là sur le terrain. Comme j'ai vu la dame aujourd'hui, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a donné l'envie. Pourquoi ne pas la remplacer demain? L'organisation de ce voyage d'études s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République, celle de mettre la jeunesse au cœur de son second mandat. Ce sont nos futurs remplaçants parce que nous sommes des ingénieurs. Nous allons leur céder notre place bientôt et c'est eux qui doivent assurer la relève. Et nous voulons que cette relève soit assurée de la façon la plus excellente. En marge de la visite du chantier et du voyage d'études, l'entreprise chargée des travaux Somafrec a fêté son 50e anniversaire au Mali en présence de l'ambassadeur de France et d'autres invités de marque. On est fiers de ce qu'on fait et on voulait le montrer. On n'est pas dans ce métier par hasard. On aime ce métier parce que c'est un métier passionnant. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est gratifiant pour un ingénieur de partir de rien et de construire quelque chose et de voir le résultat. Nous avons été très positivement impressionnés par la qualité des travaux effectués. Nous sommes très honorés de renouveler ici aux responsables de Somafrec toute la disponibilité de la BMS à l'accompagner pour tous les futurs chantiers dont ils seraient bénéficiaires au Mali ici. Et je suis très heureux aussi de voir toute cette pépinière de jeunes ingénieurs d'École nationale d'ingénieurs de Bamako. Et je crois que voilà, la Somafrec montre bien l'exemple. C'est presque un chantier école qu'il faut répéter. Les festivités commémorant ce 50e anniversaire ont pris fin avec la remise de distinction à des travailleurs modèles de la Somafrec, ainsi qu'au ministre des Infrastructures et de l'Équipement pour son engagement quotidien. De retour sur le plateau après un voyage à Caille, Monsieur le directeur général de B2Gold, réaction sur cet élément? Monsieur Maïga, merci de me donner la parole pour pouvoir réagir sur ce reportage. Je pense que c'était un très bon reportage à mon sens, du fait que la société a voulu exporter, faire partager à tout le monde un peu leur expérience par rapport à la construction de ce pont.
et aussi faire participer les étudiants. Donc ça nous interpelle tous au niveau de la formation, de voir quelles sont les perspectives pour les étudiants aujourd'hui, qu'il y a des débouchés et que le travail est quelque chose qui peut payer. Donc aujourd'hui, en prenant l'exemple que moi, dans lequel je suis confronté tous les jours à travers la formation, les étudiants qui cherchent des débouchés professionnels afin d'améliorer leur devenir, me permet de pouvoir constater que à travers ce genre d'action, on peut effectivement développer, enfin donner une vision sur le long terme à des étudiants aujourd'hui. Il faut comprendre que le Mali a beaucoup de jeunes aujourd'hui. On a une population qui, à peu près 75%, à moins de 40 ans. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est ce qui tient ce pays, ce qui va permettre à ce pays de se développer. Dans le secteur des mines aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes d'emploi. Souvent, il y a une différence entre les demandes, enfin ce que nous, on peut fournir comme emploi et la formation qui est disponible sur le marché du travail. Donc, il y a un problème d'adéquation. Dans ce sens, nous avons mené des actions à Kaye, à Kéniéba, en tant que tel, un cercle de Kéniéba, qui nous ont permis de pouvoir former des gens à travers un projet qui s'appelle Adéquation, formation dans le cercle de Kéniéba, qui s'appelle AFEC, en coordination avec le gouvernement du Canada. Donc ce genre de formation nous permet aujourd'hui d'avoir des jeunes mieux formés, qui sont plus adaptés au marché de l'emploi et qui répondent à un besoin. Donc ce n'est pas une formation que l'on fait et après on cherche un emploi, mais c'est une formation que l'on fait en vue d'obtenir un emploi. Donc c'est juste cette parenthèse. Merci, nous en reviendrons un peu plus en profondeur, mais je vais faire réagir M. Kébé sur l'esprit de cet anniversaire, Somafrec, 50 années d'anniversaire. La société aurait pu réunir la crème des sociétés françaises ou du secteur BTP dans un hôtel 5 étoiles à Bamako, mais elle a préféré partager son expérience avec des jeunes étudiants. Quel peut être aujourd'hui le symbole d'une telle initiative? Le symbole est dans le partage. On dit très souvent que quand on échange, on a ou la chance d'acquérir quelque chose et de ne rien perdre, ou la chance encore d'acquérir quelque chose et de ne rien perdre. Donc le fait d'avoir avec eux ces étudiants, c'est quelque part aussi certainement un rôle de chacune des entreprises installées au Mali, le transfert de compétences, voir comment est-ce qu'ils peuvent accompagner ces jeunes-là, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le directeur, pour que ces jeunes puissent à la fois s'intéresser à ce métier, mais aussi comprendre comment est-ce que ce métier fonctionne. Mais au-delà, si je dois revenir à cette dimension communication, une entreprise qui fait ce genre d'action n'est pas dans une communication classique. Elle est dans une communication pour les anglophones corporate, elle est dans une communication institutionnelle et à ce niveau-là, ce n'est plus le travail de base qui est mis en valeur, c'est plutôt les valeurs de l'entreprise qui sont présentées. Donc 50 ans de métier, ça mérite une célébration et je pense que c'est une des meilleures célébrations de vendre les valeurs de cette entreprise. À des jeunes qui représentent l'avenir de ce secteur. Qui représente non seulement l'avenir de ce secteur, mais de l'avenir du Mali tout court. L'avenir du Mali tout court. C'est pourquoi je parlais de transfert de compétences, parce que la Somafrec, qui connaît, est une entreprise française installée au Mali. Et donc, ce transfert de compétences est demandé dans le partenariat public-privé. Et si ça passe à la fois par les employés de l'entreprise et par des étudiants, par des jeunes étudiants, on ne peut que s'en réjouir. Alors, monsieur le directeur, il est évident que cette initiative est le symbole d'un transfert de compétences, une manière aussi pour Somafrec de partager son expérience avec des jeunes. Est-ce que la mine de Fokola dont vous dirigez travaille à faire briller l'or du Mali pour les Maliens ou pour les communautés locales? Ben écoutez, nous avons vocation à travailler dans ce sens. J'espère que l'on fait du bon travail, mais on ne peut pas se dire parfait dans tout ce qu'on fait. Il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Je pense qu'aujourd'hui, l'un de nos axes forts, c'est de pouvoir travailler main à main avec les communautés. Donc nous avons des cercles, des réunions mensuelles, trimestrielles avec les communautés où on discute de beaucoup d'aspects. C'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire on travaille avec les communautés, on voit les besoins, on analyse et on voit comment est-ce qu'on peut développer les aspects communautaires ensemble. Ce n'est pas quelque chose que B2Gold décide en imposant ça aux communautés en disant que c'est ça qui est bien pour eux. Ils ne peuvent pas nous imposer des choses, mais on le fait ensemble et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire
pour améliorer le cadre de travail. Dans ce sens, nous faisons des activités avec eux qui nous permettent aujourd'hui de dire que nous pensons qu'il y a un impact réel sur les activités aujourd'hui, les créations de richesses et de valeur ajoutée. Donc nous avons aujourd'hui un quota de recrutement des ouvriers non qualifiés dans la commune de Fadougou, si vous voulez, enfin le village de Fadougou, cercle de Kenyeba. Nous prenons 60% de la main-d'œuvre non qualifiée là-bas. Ça, c'est un accord qu'on a. Nous les formons, il y a une rétention. Et au fur et à mesure qu'ils travaillent, nous regardons un peu comment est-ce qu'ils évoluent. Et s'il y a une progression intéressante, ils sont promus à des postes qui sont plus responsabilisés au fur et à mesure. Donc on a eu des exemples probants avec des gens qui ont commencé à très bas de l'échelle, qui sont aujourd'hui à des postes de supervision, et nous continuons à avoir ce sens. Donc nous croyons réellement en la capacité de développement personnel et sur le long terme. Alors, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui de la mine de Fokola dans l'économie nationale? Aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais le peu de chiffres que j'ai, nous avons environ 2000 employés sur site, donc 95% de Maliens. L'idée, c'est depuis d'ici 2 ans d'avoir nos 0 expatriés. Donc, de la tête jusqu'en bas, ce sera que des Maliens. Ça, c'est notre objectif. De 2, je pense qu'aujourd'hui aussi, on a pu y contribuer en termes de dividendes, de paiement, de taxes au niveau de l'État, une valeur d'environ, sur la première année de production de 2018, environ un peu plus de 50 milliards de francs CFA. Et ce chiffre ne fera qu'augmenter au fur et à mesure. Donc il y aura une accumulation de différentes taxes au niveau de l'État. Je pense aussi que nous avons développé aussi sur le contenu local, c'est-à-dire les contrats que nous passons avec les sociétés maliennes. Nous continuons à développer cela. On a des gros acteurs aujourd'hui qui travaillent avec nous, notamment dans le domaine de la fourniture de tout ce qui est les hydrocarbures. Nous travaillons aussi avec des sociétés dans la logistique, des sociétés un peu dans le transport et dans divers secteurs d'ailleurs. Et nous cherchons à toujours développer des partenariats avec des Maliens pour pouvoir avoir une valeur ajoutée plus importante. Nous en reviendrons, mais d'ici là, nous prenons une pause pour parler de communication. Monsieur Kébé, comment et pourquoi les PME doivent communiquer? D'abord, la première question serait de savoir est-ce que les PME doivent communiquer, parce que les chefs d'entreprise, aujourd'hui on parle beaucoup des start-upers, on n'a pas forcément le réflexe d'avoir un budget communication, même quand on fait le business plan. Seulement, la communication est essentielle pour toute entreprise qui a envie d'évoluer, de grandir. Il ne faut pas se dire que nous sommes trop petites pour communiquer. Il y a différentes astuces qu'il faut avoir. Il ne faut pas voir de grosses entreprises comme B2Gold pour vouloir copier la même logique. Ce n'est pas les mêmes budgets, on ne peut pas faire la même chose. Seulement, quand on parle de communication au niveau des PME, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que c'est. Une PME, c'est d'abord un certain nombre d'employés. Très souvent, c'est les petites entreprises, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut d'abord développer la communication à l'interne. On oublie cet aspect-là, mais la communication interne est très importante. C'est de pouvoir permettre à nos employés d'intégrer toutes les valeurs que nous voulons communiquer au travers de notre entreprise et bien sûr de s'aligner sur nos objectifs et nos moyens d'atteindre ces objectifs-là. La deuxième chose, c'est la communication vers l'extérieur. Cette communication, je dois le dire, coûte de l'argent, mais il faut être ingénieux. Aujourd'hui, les petites entreprises, contrairement à quelques années avant, ont beaucoup de chance d'avoir les réseaux sociaux qui sont un outil imprénable. Vous avez aujourd'hui, je ne vais pas les citer, on les connaît tous, mais vous avez aujourd'hui un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui basent leur communication sur ces réseaux-là en se disant ça ne nous coûte pas grand-chose ou ça ne nous coûte pratiquement rien et on réussit à se faire connaître et à se faire voir. Seulement, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ce que je voudrais conseiller, c'est que quel que soit le budget de la petite et moyenne entreprise, il faudra trouver le moyen de dégager un pourcentage de nos revenus à consacrer à la communication. Ce pourcentage, on peut l'investir dans quoi? On peut l'investir, peut-être que souvent on considère la télévision comme étant la plus onéreuse dans la communication, mais la radio par contre au Mali est assez accessible, l'affichage est aussi accessible, mais au-delà de tout ça, il y a des éléments que nous oublions que nous ne considérons pas comme étant de la communication qui sont très importants pour moi. C'est par exemple tout simplement une carte de visite.
Souvent, au niveau des PME, quand ils vont dans des activités, ils oublient même d'avoir une carte de visite, alors que c'est un outil de communication. La carte de visite, le petit dépliant de présentation, le petit catalogue, c'est des choses qui sont accessibles. Il faut juste créer les conditions au niveau de l'entreprise pour investir dans cette communication-là. Elle est très, très, très importante. Maintenant, arrivé à un certain niveau, si l'entreprise pense avoir suffisamment de moyens pour quitter la communication marketing, je vais dire la communication marketing stricte, pour venir un peu vers ce que nous disions tout à l'heure, la communication corporate, ils peuvent tenter cette échelle-là. Mais ce que je conseille pour un départ, c'est d'abord la communication interne et essentiellement la communication marketing. Alors, au-delà du visuel, la communication, c'est aussi notre aptitude en tant qu'entrepreneur à vendre notre entreprise ou à vendre nos produits. C'est l'essence de la communication. La communication, avant tout, c'est de vendre quelque chose. Si on reste dans je vais dire l'étymologie du terme, comme on dit, c'est de créer des liens. Mais derrière, aujourd'hui, on est dans un monde qui est concurrentiel. On ne crée pas les liens pour rien. On crée les liens pour pouvoir effectivement vendre un service ou proposer un service à une clientèle donnée. Si on parle en tous les cas d'entreprise. Donc, que nous le voulions ou pas, quelque part, nous sommes obligés de communiquer. Et cette communication-là, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, passe aussi par un don de soi. Ce n'est pas forcément l'investissement que nous faisons dans les maquettes, mais c'est aussi un don de soi. C'est-à-dire quoi? Que les chefs d'entreprise au niveau des PME doivent avoir ce courage-là d'aller démarcher des gens, d'être dans une communication directe, de prendre part à des forums, à des salons, à des foires, pour s'exposer ou pour se vendre tout simplement. Alors, monsieur le directeur général de B2Gold, c'est une très grosse entreprise qui n'a pas forcément des problèmes en termes de financement de ses activités de communication. Non, mais en fait, il faut communiquer. C'est-à-dire, je pense que nous ne communiquons pas pour vendre un produit, nous communiquons plutôt dans deux sens. Vers nos employés, globalement pour B2Gold, parce qu'ils sont nos premiers, comme on dirait en anglais, stakeholders. C'est eux qui ont besoin de savoir ce qu'on fait. Écoutez, si on veut parler d'une société, une grosse société a déjà besoin de parler de ses résultats, de ses activités, de ce qu'elle fait tous les jours à ses employés pour qu'ils comprennent déjà dans quoi ils sont impliqués. Ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est le premier aspect de communication à mon sens. Le deuxième aspect, c'est communiquer avec nos partenaires, ce qui est l'État, les communautés, et tout le monde, tout ce que nous faisons, afin que les gens sachent que notre action est une action où c'est un partenariat gagnant-gagnant et ce n'est pas pour venir et prendre les ressources du Mali pour partir. Donc il y a des actions qui sont menées. Nous avons des plans de réhabilitation qui seront menés, enfin qui sont déjà en cours et qui a déjà un fonds qui est là pour ça, qui continue à être alimenté au fur et à mesure et à la fin de l'exploitation, la mine sera réhabilitée et nous sommes en cours de réaliser un projet qui sera le projet signature de B2Gold, qui permettra de développer des activités, enfin de préparer l'après-mine depuis maintenant à travers un gros projet agro-industriel qui sera normalement prêt dans les prochaines années à venir. Mais ça, on prépare l'après-mine pendant la production. Une dernière question. Vous avez un gros budget de communication? Normalement, oui. Oui, bon, en fait, il n'y a pas de budget en tant que tel. Comme je dis, ce sont des choses dynamiques. Il y a des moments où le besoin est plus important de communiquer sur certaines choses. Il y a des moments où les besoins sont moins importants, mais effectivement, nous avons... Quand le besoin se présente, vous mettez le paquet. Absolument, oui. C'est bon à savoir. On prend une pause. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. On en parle en off et on revient vous voir. Voilà, de retour sur le plateau pour aborder la dernière partie de cette émission consacrée à notre rubrique Mine. Dans cette rubrique, nous vous invitons à découvrir un modèle de réussite dans le secteur minier, un modèle de réussite typiquement malien. Reportage. Le secteur minier, de par sa technicité, nécessite des expertises avérées. Les opérations d'exploitation au Mali sont en général menées par des entreprises internationales. Dans ce circuit, très fermé allié en compétences et de fortes ressources financières, une entreprise locale se démarque du lot. Elle se nomme EGTF. Ses premiers pas dans l'activité minière ont été portés par le groupe Rangod Ressources. Nous disons vraiment un grand merci à Dr Marc Brissot, parce que l'initiative est venue de Dr Marc Brissot qui était le CEO de Rangol, aujourd'hui le CEO de Barrick également,
qui a vraiment pris cette initiative de former une entreprise malienne dans l'exploitation des mines. EGTF et Morila, ça va au-delà du simple partenariat. Aujourd'hui, nous, on peut dire que EGTF, c'est notre enfant. On a commencé dans beaucoup de difficultés parce que l'exploitation minière n'est pas évidente. Il faut des équipements, il faut des connaissances, il faut aussi l'habilité pour pouvoir prendre le minerai et éviter les dilutions. Et dans 4 ans, je prends ma retraite dans le domaine minier. J'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises. Mais avoir une entreprise qui est partie comme EGTF du niveau où elle était, à ce niveau ici, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et commencer à zéro, s'équiper pour faire ce travail, réellement au début, n'était pas évident. Nous-mêmes, on croyait très peu à cette réussite. Parti du néant pour bâtir aujourd'hui une entreprise de référence dans le secteur minier, les dirigeants du groupe EGTF montrent la voie d'un modèle économique dans lequel les entreprises locales doivent et peuvent jouer un rôle prépondérant. L'État joue son rôle d'accompagnement et le secteur privé crée de la valeur ajoutée, crée de la richesse. Et cela va amener à contribuer plus à la formation des ressources internes du pays. Et ce n'est que dans l'avantage de toute la nation. Les dirigeants de Morila SA, la mine d'or où le groupe EGTF a fait ses armes, ne tarissent pas d'éloges à son endroit. En novembre 2017, à ce jour, je suis satisfait. Satisfait particulièrement dans le projet Viper Nord et Viper Sud, en termes d'extraction minière. Parce que là, nous avons une amélioration nette dans l'extraction en termes de dilution, qui est aujourd'hui inférieure à celle qui est planifiée. La dilution planifiée est de 10%, mais quand nous calculons aujourd'hui la façon dont ils ont travaillé, nous avons une dilution inférieure à ces 10%-là. Ça, c'est vraiment un exploit. Et ça va se traduire aussi en termes de gains sur le tonnage transporté. Si nous améliorons la dilution, nous diminuons la quantité de stérile qui est mélangée au minerai qui est transporté jusqu'au concentrateur. Et nous diminuons aussi la quantité de stérile qui devrait être alimentée au concentrateur. Tout cela, c'est un gain que eux ont généré dans notre projet. Tout ce que EGTF gagne va rester au Mali. Ce sont des milliards qui vont rester au Mali, pour les Maliens. C'est comme ça que l'or brille pour les Maliens. Avec EGTF aujourd'hui, on a plus de 300 employés. Ce sont tous des Maliens. Ce qu'ils gagnent, c'est pour des familles maliennes. Donc réellement, c'est une fierté pour nous. Et ses débuts, à ce jour, EGTF a connu bien des difficultés et relevé autant de défis. Son statut d'entreprise locale leader dans l'exploitation minière a été construit étape par étape au prix d'un travail de titan et sur le socle d'une vision globale partagée par l'ensemble de ses travailleurs. Tous ceux qui ont fait la vieille école, où on a lu les Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta commencent à apprendre, commencent à lire. Maintenant, Mamadou et Bineta deviennent grands. Nous, on veut devenir grands. On est à ce stade maintenant. Parce qu'il y a le stade de l'apprentissage, le stade de la confirmation et le stade maintenant de la vente. Quitter le cadre malien, aller à l'extérieur, se vendre, on est sur la bonne voie. Vous savez, en matière de réussite, il y a la clé principale, c'est le travail. Il faut travailler, il faut persévérer. Donc je pense que c'est le fruit et le résultat d'un long processus qui a fait mobiliser beaucoup d'énergie. Et nous sommes arrivés à travailler ensemble, à développer des synergies ensemble. C'est ce qui nous amène à être là où nous sommes aujourd'hui. EGTF représente un modèle de réussite dans le secteur minier. Après avoir fait ses marques dans les mines de Morila, Loulou et Gungoto, la société a exporté son savoir-faire sur le plan international, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Guinée-Conakry. Je suis le chef de production ici. Et tous ceux qui m'entourent, c'est des frères maliens. Et là, je suis très fier. Une compagnie purement malienne qui fait l'exploitation de la mine. Aujourd'hui, nous avons un plan de formation interne et nous avons fait appel à des professionnels que nous avons appelés pour venir appuyer notre personnel au plan de la santé et de la sécurité et aussi des questions environnementales. Les gens doivent accepter de s'investir et accepter de travailler. La seule différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est beaucoup plus cette question de vision et de se dire que bon, nous aussi, nous sommes capables.
Nous avons le même cerveau que les autres. Et donc, il faut continuer et il faut prouver aux gens. Et surtout, il faut prouver aux gens qu'au Mali, il y a des choses qui sont faisables. Et il faut que les gens acceptent qu'on continue à travailler et qu'on montre au reste du monde que nous aussi, nous pouvons créer de la différence. EGTF entend aujourd'hui consolider son statut de leader sur le plan local et faire en sorte que l'or du Mali brille encore et beaucoup plus. Monsieur le directeur général de B2Gold, réaction. Écoutez, le reportage, je pense que ça interpelle un peu tout le monde. C'est-à-dire au niveau du privé comme au niveau étatique. Il faudrait qu'il y ait une synergie d'action qui permette de pouvoir développer le contenu local. Donc je pense que c'est important de voir que des Maliens peuvent arriver à un tel niveau de compétence et pouvoir travailler. Tout est au niveau d'un cercle vertueux. Cercle vertueux, on crée des emplois. Les emplois peuvent permettre de pouvoir créer des revenus supplémentaires pour des foyers, qui permettent de mettre des enfants à l'école, qui permettent de développer la santé, l'éducation, ce genre de choses. Donc ça tourne et comme on dit, ça reste au Mali. Je pense que dans le long terme, c'est un peu la vision que nous avons. Nous le faisons dans d'autres pays. On vient d'arriver au Mali il n'y a pas longtemps. Sa première année d'exploitation l'année passée. Et c'est la seule issue logique de pouvoir travailler avec des locaux. Kébé, réaction sur ce reportage? Comme l'a dit le directeur, c'est de savoir qu'on a des entreprises aujourd'hui maliennes qui s'attaquent à un secteur comme les mines qui très souvent malheureusement dans notre conscient collectif est réservé à l'étranger ou aux grandes entreprises internationales. C'est une dynamique qui peut peut-être inciter d'autres à s'inscrire dans cette logique-là en disant que les mines sont peut-être prenables pour eux aussi. Mais comme il le disait tout de suite, je pense qu'il y a besoin aussi d'aller à l'école de ces grandes entreprises-là, savoir comment est-ce que ces grandes entreprises peuvent apporter des choses en termes d'expérience, en termes d'expertise à ces entreprises maliennes. Mais un élément qui m'a beaucoup plu dans ce reportage, c'est le discours patriotique de l'entreprise. Quand on écoute les différents intervenants, on comprend que ce n'est pas seulement l'investissement dans un secteur minier, tant bien que l'or dans le pays de Kankoumoussa est quelque chose qui peut être sacralisé, mais c'est de voir que derrière cet investissement-là, il y a une volonté de dire que c'est du Made in Mali et qu'on doit promouvoir ce Made in Mali. Moi, le seul conseil que je peux en tirer aujourd'hui pour d'autres acteurs du développement, c'est de voir comment investir dans tous ces secteurs qui auparavant n'étaient pas considérés comme étant des secteurs pour les Maliens. Nous terminons avec vous, monsieur le directeur. Quelles sont les perspectives des projets rapidement au niveau de B2Gold, plus en faveur des communautés locales? Écoutez, on a lancé plusieurs axes. Comme je dis, on est toujours au début de l'exploitation, mais aujourd'hui, on a un programme de bourse qui est en cours. On a 10 étudiants que nous avons pris sur la base du genre et de l'indigence. Donc, nous avons regardé aussi les différentes localités au Mali, des étudiants qui ont eu des très bonnes notes, qui ont des problèmes financiers pour pouvoir étudier. Donc, on a pris les meilleurs et on les a mis dans les écoles privées à Bamako. Nous comptons continuer ce programme sur 7 ans et peut-être on va développer autre chose après. Deuxième point, on a travaillé aussi sur le village de Fadougou que nous avons déménagé en février passé. Donc c'est un projet qui nous a pris quelques années. On a investi 20 millions de dollars dedans. On a créé un tout nouveau village avec toutes les commodités, tout ce qui est les panneaux solaires, donc et la lumière, maintenant des pompes qui sont automatisées, qui permettent d'avoir des points d'accès à l'eau aux villageois. Nous avons aussi développé des projets maraîchers dans la zone. Ok, voilà. Merci. Merci aussi à vous, Kébé, notre chroniqueur, notre spécialiste communication, même s'il n'aime pas trop ce terme. Un communicant hors pair qui, par modestie, n'aime pas trop souvent qu'on le reconnaisse, mais malheureusement... Peut-être aussi de la communication, nous pourrons revenir là-dessus. Voilà, nous sommes en Médine et l'objectif de cette émission, nous l'avons dit, c'est de mettre en lumière les belles initiatives qui s'opèrent à divers niveaux. Merci de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre magazine Médine.